Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous sommes ensemble ce soir en compagnie de Cédric, analyste d'EliaFX, et nous allons revenir un petit peu sur le webi qu'on avait fait au début de l'invasion de l'Ukraine et tenter d'analyser aujourd'hui les conséquences que ça a déjà eu sur les marchés et ce qu'on pourrait anticiper à l'avenir. Alors, avant que nous commencions, est-ce que les personnes qui sont déjà connectées, je vois qu'il y a déjà quelques personnes de connectées, peuvent me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible. J'attends vos confirmations dans la fenêtre questions et puis nous débarrons dans quelques minutes. Parfait, nous allons pouvoir démarrer. Alors, merci de nous rejoindre. Merci Cédric de nous accompagner ce soir. Je vais vous afficher Bonsoir à tous. tout d'abord le message d'avertissement. Alors un petit rappel, hein, nous fournissons exclusivement un service d'exécution d'ordre. C'est bien sûr une présentation qui est faite à titre indicatif. C'est absolument pas considéré comme un conseil ou une recommandation. Cédric va vous donner sa vision des marchés, sa lecture. Voilà, et on pourra illustrer éventuellement avec quelques exemples. En tout cas, tout au long du webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est l'objectif, hein, que ce soit interactif. Sachez que la vidéo sera disponible en replay sur YouTube et vous pouvez donc poser vos questions tout au long de la présentation. Moi, je les lirai à l'oral pour que tout le monde puisse en profiter et Cédric pourra nous répondre. Alors, comme il y a beaucoup de clients qui nous rejoignent en ce moment, je fais juste un petit rappel sur IG. Nous sommes cotés au LSE, donc au London Stock Exchange, membre du FTSE 250, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. Nous avons plus de 313 000 clients à travers le monde, dans une vingtaine de bureaux. Alors, je peux citer par exemple le Japon, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, voilà, pour vous citer quelques exemples. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent à l'international depuis 48 ans et à Paris depuis déjà plus de 15 ans. Voilà, et bien écoutez, je laisse la parole à Cédric. Vas-y Cédric. Alors, bonjour à tous. Et donc, nous allons voir ce qui s'est passé sur les marchés et les conséquences qu'a eu donc cette invasion de l'Ukraine par la Russie sur les marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des effets directs, bien entendu, sur les pays belligérants. Donc, pour la Russie, vous avez le rouble à l'écran, mais ça concerne surtout les matières premières. Pourquoi? Parce que l'Ukraine et la Russie ne sont pas des économies majeures, on va dire. Même la Russie, c'est un petit peu un géant au pied d'argile, parce que son économie n'est pas à la hauteur du pays que c'est. Donc, il y a un fort impact. Attention, hein, ne vous y trompez pas, il y a un fort impact sur l'économie mondiale et sur nos économies, mais il est indirect, il est surtout via les matières premières. Et donc, les deux pays les plus impactés, bien sûr, la Russie, l'Ukraine, ensuite les pays européens. Et en fait, c'est un petit peu simple, c'est plus vous vous éloignez de la zone de conflit, moins l'impact est saisissant sur les autres pays. Si vous prenez par exemple l'Australie, le dollar australien n'a que très peu subi directement l'effet du conflit. Donc, à l'écran, vous avez le rouble dont on a beaucoup parlé, le rouble qui dans un premier temps, alors à l'écran là vous avez l'euro contre rouble, donc quand ça monte, le rouble baisse et inversement. Donc
vous voyez l'euro-rouble qui tourne autour de 90 avant l'invasion en Ukraine, et puis vous voyez ce spike, ce pic, cette hausse vertigineuse dans un premier temps qui voit l'euro-rouble monter à 170, et puis ensuite tout s'est effondré et le rouble s'est ressaisi. Alors attention à une première lecture qui serait fausse. On ne peut pas dire vraiment que le rouble s'est ressaisi parce que à partir d'un certain moment, à partir du pic où le rouble s'est effondré, la Russie a mis en place un contrôle des capitaux et il est très difficile de sortir des investissements en rouble pour les gens qui en ont. Donc, la valorisation du rouble actuel, elle pose beaucoup de questions et à partir du moment où elle est très peu liquide, euh, il est facilement manipulable, surtout que vous avez vous avez, alors attendez parce que je ne vois plus la je ne vois plus la présentation. Maëva, est-ce que tu peux me dire? Ah oui, ça y est, voilà. Donc, vous avez la Banque centrale qui a haussé ses taux à un niveau super important, à 20%. Et donc, forcément, quand vous êtes à 20%, ça attire du monde quand même, parce qu'une rémunération de 20%, c'est juste énorme. Donc, voilà, faites attention à cette lecture du rouble. L'effondrement a été réel, le redressement existe parce que il y a eu ces 20% de rémunération qu'a offert la Banque centrale. On est revenu à 14%, mais on est en train de revenir un petit peu artificiellement par le biais des contrôles de capitaux. Donc la première conséquence, c'est sur la devise en Russie, mais c'est surtout via les matières premières. Et si tu peux passer le slide, Eva. Voilà. Donc sur les matières premières, vous avez là le gaz. Donc vous savez que la Russie livre énormément de gaz à l'Europe. Donc vous avez le prix ici du gaz européen. Attention, vous allez trouver le prix du gaz aux États-Unis américains et le prix du gaz européen. La particularité du gaz, c'est que vous avez c'est pas comme le pétrole où tout est mondialisé, les cours se suivent du Brent et du WTI qui est le pétrole américain. Sur le gaz, c'est pas tout à fait la même corrélation. Donc là, vous avez ici le gaz européen et vous voyez cette flambée du gaz qui fait des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts aussi. Et si vous comparez à l'année dernière, à la même époque, le gaz est 6 fois plus cher. Alors pourquoi il s'est un petit peu calmé? Il s'est un petit peu calmé parce qu'on rentre dans une période plus chaude en Europe dont la consommation va être moins importante. Cependant, il reste très très élevé parce qu'il y a une grosse interrogation pour l'hiver prochain et notamment à travers les stocks de gaz que l'Europe détient. Et pour l'instant, ces stocks sont à environ 33% des stocks qui était par rapport à l'année dernière. Donc, on n'a que 33% de stockage par rapport à l'année dernière. Donc, c'est très peu. Et donc, ça fait craindre effectivement une crise sur le gaz pour l'hiver prochain. Alors, les deux pays, l'Europe importe à peu près 25% de son gaz de Russie. Les deux pays qui sont le plus dépendants sont l'Allemagne et l'Italie, qui sont à 40% à peu près d'importation de gaz russe. Et donc, toute la question est de savoir comment on fait pour se passer du gaz russe et donc refaire retomber les prix. Et la réponse, c'est que pour l'instant, on essaye de faire du gaz, du GNL, du gaz non liquéfié,
mais c'est un petit peu compliqué. Et aussi, on a passé un accord avec la Norvège pour que nous livre du gaz. C'est en train de se mettre en place, mais ce sont des matières premières, ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. C'est pas des choses qui se font en quelques semaines. Donc, attention au prix du gaz à l'hiver prochain. Les prix du gaz, donc même si on peut voir qu'ils sont retombés par rapport à un plus haut, mais ça reste extrêmement élevé. Et bien sûr, ça a des conséquences sur les économies européennes. C'est l'effet indirect que je vous disais à travers les matières premières. C'est donc un effet indirect sur les économies, parce que si on paye plus cher notre énergie, forcément, ça va entraîner un pouvoir d'achat moindre et des coûts pour les entreprises supérieurs. Donc, cela fait craindre une récession qui pourrait en plus s'inscrire, je vais y revenir, dans un contexte inflationniste, parce que en fait, toute la problématique, c'est que cette invasion, cette guerre intervient dans un climat qui était déjà en train de se dégrader à cause d'une hausse de l'inflation qui commençait à arriver, et cette guerre a amplifié considérablement les effets sur les économies de la hausse des prix des matières premières. On va voir un peu plus en détail tout à l'heure le pétrole, puisque je sais que c'est plus traité que le gaz, surtout que le gaz européen, on ne peut pas le traiter, vous traitez le gaz américain, mais le gaz américain subit aussi cette hausse. Alors, de façon moins importante, mais il monte aussi parce que comme on va plus importer du côté russe, on va importer ailleurs. Et donc, il y a un effet ricochet qui entraîne une hausse du gaz ailleurs. L'autre, donc ça c'est sur l'énergie, on va voir le pétrole en direct tout à l'heure, mais si on peut passer au slide suivant. Voilà. L'autre gros effet, alors là c'est à travers l'Ukraine, avant c'était la Russie, mais l'autre gros effet de cette invasion, ce sont les matières premières agricoles. Là, je vous en ai mis juste une, le blé, parce que l'Ukraine est un petit peu le grenier à blé de l'Europe. Et vous voyez cette flambée à partir du 24 février des cours du blé, puisque forcément le pays est en guerre, donc on ne peut plus produire, on ne peut plus récolter, on n'a plus de main-d'œuvre et on n'a plus non plus les transports, la logistique pour l'acheminer vers les pays consommateurs. Donc, le blé a flambé. On a après l'effet un petit peu spéculatif, même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas forcément spéculatif, c'est plus une surréaction aux événements. On a un petit peu corrigé, mais vous voyez que on a retracé exactement 61,8% de la hausse. Or, pour ceux qui suivent l'analyse technique, c'est un retracement très important. C'est un retracement Fibonacci qui détermine, selon la théorie Fibonacci, une correction, la limite entre une correction et la fin d'une tendance. Donc, on a retracé 61,8, mais on est reparti à la hausse. Donc, ça veut dire que la tendance haussière n'est pas terminée, tout comme d'ailleurs sur le gaz et sur les autres matières premières, et qu'on peut repartir à tout moment à la hausse. C'est ce qui semble se dessiner ici sur le blé, parce que si on revenait à casser le niveau juste au-dessus de 38,2%, les plus hauts du mois d'avril, certainement qu'on aurait affaire à une flambée du blé. Alors, bien sûr, tout cela va dépendre de l'évolution de la guerre en Ukraine et ce que va décider Vladimir Poutine, puisque c'est un petit peu lui le maître du jeu, même si c'est un jeu extrêmement contrarié pour lui, puisqu'il ne s'attendait pas à une telle résistance et à être embourbé dans cette guerre. Est-ce qu'il va prendre une excuse pour cesser les hostilités, ou est-ce qu'il va continuer en Afghanistan, je crois, alors je suis pas, attention, je suis pas un géostratège, mais je crois qu'en Afghanistan, il est resté 10 ans, et donc c'est lui un petit peu qui décide. Alors il a fixé une date, déjà une première date au 9 mai, on verra ce qu'il nous dit à partir de là, mais si on s'embourbe dans cette guerre, ça pourrait aller mieux. Alors, si on sort de cette guerre, ça pourrait un petit peu se détendre. Alors, attention à ce qu'ils vous disent aussi, j'ai entendu dire beaucoup, notamment d'experts, que finalement la Russie avait une économie qui était autonome, et donc se fichait un petit peu des conséquences, notamment des sanctions que l'Europe
prenez. Alors, quand j'entends ça, ça me fait un petit peu réagir parce que vous êtes la 10e économie mondiale et on est en train de vous dire que vous êtes plus fort que les 5 premières. Donc attention à ce raisonnement. Si demain la Russie, nous sommes dépendants de ces matières premières, mais elle aussi, parce que si elle nous vend plus aucune matière première, il n'y a plus grand-chose. L'économie russe, c'est essentiellement, quasiment exclusivement de l'exportation de matières premières. Voilà. Donc, on va passer sur les graphes. Je vais prendre la main. Alors, est-ce Parfait, que je te passe la main. ouais, tu vas me confirmer qu'on Hop. voit bien. Hop, est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien le CL, le pétrole Alors, US brut léger à ouais, ça y l'écran? est, US brut léger, c'est bon. On le voit bien à Parfait. l'écran. Donc, je vous ai mis ici le pétrole, puisqu'on était sur les matières premières, je reste dessus, et notamment sur l'énergie, puisque c'est un petit peu le nœud du problème. Vous avez ici la date, le trait horizontal, ça représente la date de début de l'invasion de l'Ukraine. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette invasion s'inscrit déjà dans une économie qui est tendue et n'a fait qu'amplifier les choses. Parce que vous voyez que la courbe ici, avant, depuis décembre 2021, le marché du pétrole commençait à se tendre pour d'autres raisons, parce que les pays de l'OPEP avaient décidé de ne pas suivre, de réduire l'augmentation de leur production. Donc, ça avait commencé à avoir un effet sur les prix, ce qui m'avait fait dire d'ailleurs qu'on allait aller à 100 dollars et on y est effectivement allé. Mais à partir du moment où on a eu cette invasion de l'Ukraine, les prix se sont carrément euh, emballés et on a eu droit à une flambée littéralement pour aller au-delà de 125 dollars. On a corrigé un petit peu ensuite, sous l'effet d'annonce de plusieurs pays qu'ils allaient libérer les réserves stratégiques. Dans leurs réserves stratégiques, chaque pays a des réserves en cas de catastrophe naturelle, de guerre, qu'elles ne touchent pas normalement. Et donc, ces effets-là, à mon avis, sont momentanés, mais ils ont quand même un effet psychologique assez important. Et donc, ça a libéré ça a fait baisser les prix. Alors, il y a un autre facteur qui a fait baisser les prix, qui est aussi le pétrole, c'est surtout de la géostratégie. Hein. Donc, le premier pays consommateur d'énergie, de matières premières, c'est la Chine. Or, vous avez sans doute entendu que à partir justement du mois de mars, la Chine a recommencé à confiner des villes assez importantes pour cause de Covid. Donc forcément, la consommation de pétrole a baissé et la demande de pétrole a baissé. Donc, ça va un petit peu calmer les cours. Les problèmes en Chine par rapport au Covid, ou en tout cas la stratégie de la Chine qui est de zéro Covid et de confiner les gens se poursuit. Vous avez peut-être entendu parler de Shanghai. Alors quand on parle de ville en Chine, c'est tout de suite 20 millions d'habitants. Hein. Shanghai, c'est 25 millions. Il y en avait une autre, je me rappelle plus l'appel, je crois que c'est Guangzhou, mais je suis pas sûr. C'est 10 millions. Donc quand on parle de 10 millions, c'est plus grand que Paris intramuros. Hein. 25 millions, c'est plus grand que Paris plus banlieue. Donc on n'est pas on est sur des méga métropoles et donc des consommations très importantes. En plus, ça limite les transferts entre chaque ville. Et puis, depuis peu, on parle aussi de tests, de campagnes de tests majeures et donc de possibles confinements à Pékin. Donc, forcément, tout ça calme le jeu. Mais ceci étant, il faut bien garder en toile de fond que le marché est quand même très tendu. Aujourd'hui, on a failli dépasser alors j'ai fait un article cet après-midi et on était au-dessus. Et je disais que si on clôturait au-dessus de ce plus haut du mois d'avril, le risque était de revenir sur 115, qui est la grosse résistance. Donc vous voyez que malgré la détente sur tous les marchés, on reste quand même sur des niveaux très élevés et donc l'invasion en Ukraine continue à avoir des conséquences et ça risque de perdurer. On pourra dire que les effets se sont quasiment estompés quand on reviendra sous ce niveau à 92
$92,45. Donc, quand on sera sous 92,45 $, on pourra dire que les effets de la guerre se sont terminés. Alors après, là encore, il y a eu des effets d'annonce, il y a des spécialistes pour ça qui s'amusent ou qui s'amusent pas ou qui se font de la publicité en annonçant des prix stratosphériques, comme on a entendu $300 sur le baril. Vous voyez que pour l'instant, il n'en est rien. Ils se sont fait de la pub sur les réseaux sociaux ou même dans des médias grand public parce que ça fait beaucoup parler. Il n'y a rien qui justifie pour l'instant ce prix de $300. Je ne dis pas qu'on n'ira pas, mais en l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison qu'on aille aussi haut. Avant ça, il faudra déjà dépasser $115 et ensuite $125. C'est quand même des prix très élevés. Donc 300, je sais pas ce qui peut arriver, ça peut arriver, hein. On est bien tombé à zéro durant le Covid, donc ça peut arriver, mais pour l'instant, il n'y a pas d'éléments techniques et il n'y a pas d'éléments fondamentaux qui plaident pour une hausse des sur $300 ou sur $200. Donc, si on avait une clôture à 110, au-dessus de 110, déjà, ça donnerait un petit coup d'alerte. On pourrait revenir sur 115 et au-delà de 115, on pourrait revenir sur 130. Le fondamental là-dessus, il faudrait que l'on garde une Ukraine, une invasion de l'Ukraine et donc un embargo qui se matérialise et qui va se matérialiser puisque ça a été annoncé de l'Europe sur la Russie, qui sera progressif. C'est pour ça que les prix ont tenté de dépasser 110, mais même avec une annonce aussi forte, vous voyez qu'on clôture en dessous. Donc, il faudrait qu'on ait l'embargo européen sur la Russie, qu'on ait une guerre qui continue donc, et qu'on ait un déconfinement en Chine et une reprise de la consommation forte. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, on reste avec ces niveaux, on regarde la tête froide, le marché est très tendu, mais pour l'instant, on n'a pas de signal comme quoi il ira beaucoup plus haut. On va aller voir maintenant les effets J'en sur… profite juste pour Oui, t'interrompre quelques oui, minutes, parce que je Frédéric, ne vois pour pas les vous questions. rappeler. S'il y a des, Voilà, s'il y a exactement. des Pour vous questions, rappeler oui, il y a une fenêtre question. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Mais vraiment, si vous avez des précisions, en plus, je vois que vous êtes quand même assez nombreux. Voilà, n'hésitez pas, hein, que ce soit des précisions sur des éléments macroéconomiques que Cédric a pu citer, que ce soit sur les graphiques. Surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça. Fenêtre question, vous écrivez votre question et puis on en discute ensemble et Cédric vous répond. Merci beaucoup. voilà. Et si vous avez un actif que je n'ai pas traité et que vous voulez que je traite, vous me le dites, on le regardera ensemble. Là, j'ai prévu donc j'ai parlé beaucoup de matières premières parce que c'est l'impact, comme je l'ai dit en introduction, direct de cette guerre et qui continue à perdurer. Mais donc, le deuxième impact est sur les devises et c'est pour ça qu'on va voir tout de suite l'euro contre dollar. L'euro contre dollar, hop, juste le temps de vous la mettre à l'écran. Voilà. Donc, l'euro contre dollar, là encore, vous voyez, je vous ai tracé le trait du début de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, pardon. Et si je prends un petit peu de hauteur, encore une fois, cette invasion s'inscrit dans une tendance où l'euro s'affaiblissait, comme le pétrole, exactement comme le pétrole commençait à, pour des raisons fondamentales, à progresser. Ici, c'est l'inverse, l'euro commençait à s'affaiblir et donc ça est venu exacerber cette chute de la devise européenne, puisque les économies européennes sont les plus impactées, à part les deux belligérants, par cette opération militaire. Donc, ici, vous avez la chute donc lorsque l'invasion a été annoncée, et puis vous voyez la dégringolade derrière qui continue. Alors, il y a deux effets. Il y a l'affaiblissement de l'euro à cause de l'invasion, et donc une banque centrale européenne qui, pour l'instant, reste extrêmement accommodante par rapport à ses homologues, parce qu'elle voit venir une récession et elle ne veut pas hausser ses taux, ce qui amplifierait cette récession, mais elle doit faire face aussi à une inflation et il va falloir qu'elle réagisse. Et en plus, vous avez de l'autre côté le dollar qui, lui, est très peu impacté par
cette guerre en Ukraine et dont les taux ont été augmentés par la Banque centrale, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, et donc qui rend beaucoup plus attractif le dollar, le billet vert par rapport à l'euro, et donc ça amplifie la baisse de l'euro-dollar. Donc là, nous avons rejoint le plus bas de mars 2017. Alors hier, vous aviez la réunion de la Fed qui a provoqué un rebond de l'euro, puisqu'elle a été un peu moins belliciste, agressive, restrictive que ce que les marchés redoutaient. Et puis, vous voyez qu'aujourd'hui, patatras, on repart à la baisse immédiatement. Ce rebond a été extrêmement de courte durée et ce n'est pas de très bon augure sur l'euro-dollar. Donc, je pensais franchement que le rebond allait être un peu plus conséquent, même si je gardais un train baissier, un biais baissier sur l'euro-dollar. Ce chandelier rouge ici qui revient sur le support tout de suite, immédiatement, c'est pas de bon signe. Alors, c'est pas de bon signe, mais tout n'est pas perdu, j'ai envie de dire, parce que le support à 1,05, alors c'est assez simple finalement sur le dollar parce que c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique, 1,05 qui correspond peu ou prou au plus bas de mars 2017 à 1,0470, donc on va dire 1,05, il est préservé pour l'instant, malgré la chute du jour. On a un retour sur 1,05, mais ce soir, là, on est à 1,0510 et donc on est au-dessus. Donc, il y a encore de l'espoir pour un rebond possible vers le premier niveau, ça serait 1,0760 et le deuxième, ça serait 1,0930. Alors, 34 exactement. Si par contre, pour attendre un vrai retournement de moyen terme de l'euro, il faudra une clôture au-dessus de 1,0934. Tant qu'on est sous 1,0934, on est dans une tendance baissière et on n'est que dans un rebond de contre-tendance. Donc ça, c'est l'hypothèse dont on aurait pu parler si l'émission avait été hier soir. Maintenant, encore une fois, ce chandelier rouge baissier fait craindre quand même une cassure des 1,05 et la probabilité maintenant est en train de se renforcer pour que on aille vers le plus bas de janvier 2017 à 1,0340. Donc, si clôture en dessous de 1,05, on pourrait aller sur 1,0340 sur l'euro-dollar. Retenez que ce niveau de 1,05 est donc un petit peu la clé pour un rebond, mais que le chandelier du jour met en péril cette hypothèse de reprise au moins temporaire. Voilà. Je vais parler des indices maintenant et de notre indice national, le CAC 40. Alors là encore, vous voyez que ici, donc le trait ici, c'est encore une fois le 24 février, le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On était déjà on avait affaire à un indice qui se fragilisait, vous voyez cette baisse ici, par rapport à des plus hauts, mais après une hausse stratosphérique des derniers mois qui semble bien loin maintenant. Ceci étant, jusqu'à l'invasion en Ukraine, on pouvait dire que c'était juste une consolidation finalement, vu justement la hausse vertigineuse qui avait eu lieu avant. La cassure ici du 24 février, elle a fait plonger l'indice d'un seul coup. Et derrière, on a quand même eu un très beau rebond, mais qui n'a pas cassé cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse technique, la moyenne mobile à 200 périodes par les analystes est souvent considérée comme la frontière entre un marché haussier et un marché baissier. Donc, là encore, on était dans une situation comme sur le pétrole, comme sur les énergies, comme sur les matières premières et comme sur l'eurodoll, dans une situation qui se fragilisait. On avait un début de hausse des taux aux États-Unis pour lutter contre l'inflation et des taux d'inflation qui étaient en train de s'emballer. Donc, les indices n'aiment pas beaucoup
la hausse des prix, surtout quand elle est à un rythme très élevé. Elle peut, normalement, l'histoire nous montre que une inflation maîtrisée, modérée, ne perturbe pas trop les indices, mais par contre, une inflation rapide est source de baisse. Donc, l'invasion est venue accentuer cette perception et vous avez donc cette chute, ce rebond qui n'a pas dépassé la moyenne mobile à 200 périodes. Et là, on repart à la baisse et de la même façon, comme sur l'eurodoll, autant hier, on aurait pu être un peu plus optimiste et se dire qu'on avait atteint un point bas au moins pour quelques jours, quelques séances, mais alors le chandelier du jour, la bougie du jour n'incite guère à l'optimisme et on pourrait très bien revenir sur, dans un premier temps, 6130 points, voire dans un deuxième 5800. Alors, on n'en est pas là parce qu'on reste là encore au-dessus d'un support qui est à 6318 points. Alors, c'est la zone, hein, 6310, 6318. Tant qu'on reste au-dessus, il y a toujours un espoir de soit consolidation horizontale, soit de reprise haussière. Alors, le salut viendra peut-être demain des États-Unis. Il y a le chiffre du chômage qui est assez regardé et qui risque de déterminer, qui pourrait déterminer en tout cas justement le fait de casser sur l'euro-dollar les 1,05 ou sur les indices 6318. Mais quand vous regardez les indices américains, ils ont la même configuration que le CAC et pour l'indice technologique, le Nasdaq Empire. Donc, ça laisse craindre quand même qu'on aille un peu plus loin dans la baisse ou en tout cas qu'on reprenne un biais baissier assez rapidement et que ce rebond finalement a fait long feu. En plus, vous avez, je vous l'ai pas mis, mais une saisonnalité, alors qui est un peu perturbée cette année, mais quand même une saisonnalité qui est pas bonne, pas du tout bonne même à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. C'est le fameux adage sell in May and go away et vous revenez un comeback à Saint-Léger. Donc Saint-Léger, c'est le 1er octobre. Mais alors, ça peut faire sourire. Ceci étant, ce phénomène, il est particulièrement marqué lors des mid-terms, c'est-à-dire lorsqu'il y a des élections intermédiaires du Sénat aux États-Unis, et c'est le cas cette année. Donc, c'est encore un élément qui n'incite pas trop à l'optimisme. Maintenant, ça ne veut pas dire que les indices vont s'effondrer, ça veut dire que certainement on va encore consolider et que les effets à la fois de l'inflation et de la guerre risquent de se poursuivre jusqu'au-delà de l'été et que les nuages vont peut-être se dégager plutôt à la rentrée. Alors, le seul motif d'optimisme, hein, quand même, je vais en citer un, c'est que le sentiment de marché est très, très, très pessimiste. C'est-à-dire que les investisseurs sont baissiers à des niveaux qu'on a rarement vus. Et donc, ça pourrait donner lieu, alors c'est un indicateur qui est très mauvais en termes de timing, je préfère le dire, mais qui est assez bon quand même, parce que ça veut dire que quand tout le monde a vendu, il y a plus rien à vendre, puis il n'y a plus personne pour vendre, et donc le moindre achat fait rebondir le marché. Alors on en est sans doute pas là, mais quand même, ces indicateurs de sentiment montrent les investisseurs particuliers notamment qui sont très 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 pessimistes, et donc qui sont peut-être un élément d'espoir. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans les prochains jours. Pour l'instant, vous devez surveiller ce support à 6318 qui, pour les prochains jours, justement, sera sans doute déterminant. Voilà, donc moi j'ai traité un petit peu les actifs. Alors, je ne pouvais pas tout traiter parce que si on parle, par exemple, sur les matières premières, il y en a beaucoup qui sont impactées. Hein. Chez les matières premières, notamment agricoles, il y en a énormément. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un comme exemple. Sur les énergies, j'ai insisté sur les énergies parce que
il y a beaucoup de gens qui disent, d'économistes qui disent que l'économie n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Et donc, vous en avez particulièrement la preuve. C'est peut-être un tout petit peu exagéré maintenant, mais vous en avez la preuve quand même actuellement. Et donc, si l'économie est de l'énergie transformée, forcément, quand vous avez une crise comme ça directe sur les énergies, ça impacte, vous le voyez directement, les différentes économies et les indices boursiers à travers les actions. Alors, je suis disponible pour vos questions et pour l'analyse éventuellement d'autres actifs. Voilà, donc retenez que plus vous vous éloignez en fait de la zone de conflit et moins les effets sont grands. Donc, si vous êtes sur, je n'ai pas fait d'analyse sur la Pologne, la Hongrie, enfin tous les pays qui sont limitrophes à l'Ukraine, mais ces devises-là souffrent plus que l'euro, par exemple. Forcément. Et plus vous vous éloignez, si on parle de l'Australie, et moins les effets de la guerre sont importants et sont majeurs. Alors, Parfait. Maëva, Eh ben, écoute, je ne sais merci pas beaucoup s'il y a des Cédric questions. Ouais, pour cette analyse. Alors malheureusement, on a pas mal de participants, mais on n'a pas de questions. Alors peut-être qu'ils d'accord. sont timides, qu'ils n'osent pas poser leurs questions. J'ai pas été si clair que ça quand même. Voilà. Bon, pas de chance. Alors, ce que je vais faire, je vais néanmoins vous donner mon adresse email, comme ça, si certains veulent envoyer des questions après, que je pourrais transmettre à Cédric. Sachez que Cédric est également joignable sur Twitter, hein, donc éventuellement vous pouvez lui poser quelques questions. Mon email maeva.chazal@ig.com. Comme ça, voilà, si des questions vous viennent à l'esprit sur les conséquences que cette crise a actuellement, s'il y a des sous-jacents sur lesquels vous voulez qu'on revienne, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous en parler. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces webinaires. Ça y est, c'est Ah, bon. La timidité s'en va, on commence à avoir quelques questions. Alors, ok. bonjour, existe-t-il un actif qui représente le cours des énergies renouvelables? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait Non. avoir finalement comme indice, comme Non, vous devez avoir des produit, paniers. hein? Ouais, vous devez avoir des paniers d'actions, peut-être des ETF sur les indices, sur les énergies renouvelables, mais d'indices directs, non, on n'en a pas. D'indice direct. Je vais me permettre hein, de regarder sur la Ouais, plateforme je si te on laisse, pourrait ça pas m'intéresse aussi, avoir. mais je pense pas. C'est Ouais, plus à est-ce qu'on travers pourrait les avoir. actions, Oui, qui réagissent. effectivement, Ouais, un paquet de sociétés qui seraient ouais, dans ce secteur-là. ouais, plutôt. Mais Sinon, bon, au niveau de. il y a Ouais, bon, d'autres, après, il y a les certificats d'émissions de CO2 oui, ouais, alors qui c'est des sont quand marchés même très liés à particuliers ça, quand mais même. bon. Ouais, Ouais, non, c'est tout ce c'est qui pas va. direct. Ouais. Ouais, donc le mieux, effectivement, c'est peut-être d'aller sur des ETF, hein, sur lesquels vous retrouverez Oui, et encore soit direct, des, des voilà, ETF direct, je suis pas sûr que ça existe, hein. ouais, peut-être sur des sociétés, par exemple, un paquet de 20 sociétés qui est dans l'industrie du renouvelable, du recyclage, ce genre de choses. Ouais, Il faudrait regarder éventuellement. des fonds Ouais, voilà. spécialisés sur le, voilà, ouais, plus, ouais, sur l'énergie verte, ouais, plus. Parfait. Bon, bah écoutez, c'était la dernière question et seule question malheureusement. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis et j'en profite hein, d'ailleurs si vous voulez nous envoyer des thèmes sur lesquels vous souhaitez nous voir intervenir, n'hésitez pas à le faire sur mon mail hein, maeva.chazal@ig.com et puis également sachez que la vidéo sera disponible en replay sur votre espace IG Academy et puis sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Cédric, c'était encore Merci à un vous. plaisir Vous pouvez et à très retrouver, bientôt. ouais, vous pouvez retrouver nos analyses sur dailyfx.fr. Voilà. Voilà. Et Aussi, puis aussi, sur, en plus sur d'IG, bien Twitter sûr. également, hein, Et Twitter, ouais. Vous pouvez me présente. suivre sur Twitter aussi. Voilà. Merci Impeccable. à À très tous. bientôt. Merci Au Maïva. revoir. Ciao, ciao.